RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour, évidemment largement consacré aux élections américaines, Louis Dauphren. Eh bien oui, forcément, puisque Donald Trump se trouve aux portes de la Maison-Blanche après avoir remporté plusieurs États décisifs. Il a déjà revendiqué une victoire politique jamais vue dans l'histoire de notre pays, sans attendre le décompte final qu'il faut quand même attendre à 267 grands électeurs. Il n'est pas loin de la barre des 270, mais quand même, en tout cas, on se posera la question de savoir ce que cela signifie, sachant que le grand chelem pourrait être en vue, c'est-à-dire Sénat et Chambre des représentants, ce qui lui donnerait les pleins pouvoirs. Eh bien, on en parle ce matin avec Pierre de Charentenay. Bonjour. Bonjour. Jésuite, docteur en sciences politiques, ancien rédacteur en chef de la revue Études. Vous avez largement étudié les États-Unis. Steven Thompson, bonjour. Bonjour. Écrivain américain d'expression française. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin pour évoquer donc ces élections américaines. À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@rcf.fr. Dites-nous ce que vous pensez de ces élections américaines. Quelle est votre réaction ce matin? C'est le débat du jour. Et il revient et il est content apparemment. Hein. Oui, je jouais sur les mots, il revient, il n'est pas content, mais apparemment Donald Trump en tout cas se félicite déjà d'avoir gagné. On verra ce qu'il en est précisément, mais on s'achemine vers cette réélection qui n'aura donc pas forcément, qui n'aura pas du tout même le même goût qu'en 2017, puisque l'effet de surprise a pu jouer en 2017, il ne joue pas maintenant. Et puis surtout, Donald Trump a surmonté quantité d'épreuves avant d'en arriver là. Il a survécu à 3 tentatives d'assassinat. Il a surmonté un parcours judiciaire semé d'embûches. Deux tentatives. 2 ou 3, il y en a des qui donc l'a amené aux portes de la Maison-Blanche. Et puis il a surtout mis le Parti républicain à sa botte, ce qui est quand même ce qui était quand même une performance qu'on a pu souligner d'ailleurs avec l'un de nos invités ce matin. Steven Thompson, vous l'Américain qui vit à Paris aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin? J'ai craint sur le plan purement égoïste, je crains les 4 prochaines années à Paris pour moi, parce que les gens se moquent de moi, les gens se moquent de mon pays. Je serais censé défendre Donald Trump, mais ça c'est juste un petit détail. Pourquoi donc? Parce que quand même, il est caricatural. Et je veux dire que tu peux soutenir sa politique si tu veux. Il a plein de croyances, plein de programmes en accord avec une grande partie du Parti républicain traditionnel, mais c'est le style, c'est ce qu'il représente. C'est une sorte de méfiance vis-à-vis de la démocratie. C'était une insurrection le 6 janvier. Moi, il y a 4 ans, j'étais convaincu qu'il était grillé, qu'il était fichu, que c'était fini pour lui. Pour moi, c'est inconcevable qu'après cette insurrection le 6 janvier, qu'il se présente de nouveau. À part ça, à tous les procès contre lui, en revanche, je suis un peu de son côté. Je pense que c'était un peu excessif et je pense que ça rebondit contre les démocrates, cet acharnement contre lui. Mais en revanche, l'insurrection du 6 janvier, c'était proto-fasciste. Donc, à part ça, il y a une question de style. Il n'est pas sérieux. Moi, en même temps, il est drôle. Hein, quand tu regardes les débats, c'est du show, c'est du spectacle. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un président américain? On attend que... À la vérité, on n'est pas américain, donc on n'a pas d'attente particulière. Je n'ai aucune attente particulière. Moi, je dirais, qu'est-ce qu'on attend d'un président occidental, d'un président d'une démocratie? Quel que soit son programme, il défend avec une certaine profondeur et sérieux, et qui ne dit pas des grossièretés, des mensonges incroyables. Moi, j'ai regardé l'intervention de Trump, le débat, comme un one-man show. C'était très drôle, c'était amusant, mais ce n'était pas de la comédie. Si tu regardes ça de comédie, ce n'est pas un comique, c'est un homme d'État, ou c'est censé être un homme d'État. Pierre de Charentenay. Je pense que il faut regarder les conséquences de ce vote des États-Unis, peut-être regarder davantage les raisons. Donc il y a beaucoup de choses à discuter sur ce plan-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça suit quand même
une tendance générale dans les démocraties occidentales de pencher vers l'extrême droite dans une grande partie. C'est Giorgia Meloni qui est à l'extrême droite en Italie, ce sont les extrêmes droites en Allemagne qui sont très difficiles pour le gouvernement, ce sont quelques gouvernements du nord de l'Europe, c'est la Hongrie et maintenant les États-Unis. Donc c'est une tendance générale des démocraties occidentales sur laquelle il faudra s'interroger. C'est-à-dire que le sens du bien commun prend peut-être davantage et plus lointain. Chacun veut défendre son point de vue personnel dans une espèce d'argumentation de peur. Il y a beaucoup de peur qui sont là. Et Trump disait que, voilà, je vous promets un pays qui soit fort, je vous promets un pays qui va rester le meilleur, etc. Mais en fait, parce que les gens ont peur, donc il faut leur promettre cela. Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est cette orientation générale de l'ensemble des opinions démocratiques occidentales. Maintenant, les gens votent, Pierre de Charentonnet. On ne peut pas se contenter de dire ils sont d'extrême droite et les injurier. Qui est-ce qui injurie les gens? On ne peut pas dire, en fait, c'est un vote démocratique, il y a 5 millions de voix de plus pour Donald Trump. Vous pouvez pas... le côté extrême désigne une pointe, et donc vous ne pouvez pas dire que tous ces gens-là les mettent dans le même sac, en fait. Regardez les programmes, regardez ce qu'il dit, regardez ce que Trump promet, l'exclusion générale des migrants, une méfiance totale de l'environnement, ce qui a beaucoup partagé les démocrates et les républicains. Les démocrates étaient pour une action forte vis-à-vis de l'environnement, parce qu'on entre dans des zones dangereuses du réchauffement climatique, et les républicains, eux, sont pour le retrait par rapport à toutes ces politiques. Et ça, c'est une catégorie de la droite et de l'extrême droite par rapport aux démocrates. Donc les choses, il faut les nommer par leur nom. Steven Sampson. Moi, je suis d'accord en partie, mais je ferai une petite distinction entre je suis pas même pas sûr que Trump c'est l'extrême droite. Historiquement, il était un peu à cheval lorsqu'il était juste homme d'affaires, à cheval entre les démocrates et les républicains. Il soutenait les deux camps, il donnait l'argent aux deux camps. C'était juste un homme pragmatique dans l'argent. Je dirais ce qui caractérise Donald Trump, c'est l'obscénité, c'est le manque de limites sur le programme même. Je pense qu'il faut tirer des distinctions entre Trump et l'extrême droite en Europe. Trump n'a pas vraiment d'idéologie. Si tu prends le cas de Marine Le Pen en France, elle parle très bien le français, son père encore mieux. Il y avait une vraie idéologie, des vraies convictions. Je ne suis pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je ne suis pas sûr que Trump, il a des convictions. Je ne suis pas sûr qu'il a une vraie idéologie. C'est juste l'argent. J'ai envie de dire qu'aux États-Unis, c'est l'argent. Alors qu'en Europe, c'est autre chose. C'est la terre, c'est l'identité, c'est la culture. Trump, il n'a rien à faire de la culture. C'est juste l'argent. Pour vous, il n'est pas d'extrême droite? Je dirais que c'est l'extrême argent. C'est l'extrême capitalisme. Pierre de Charentonnet. Je pense que sur ce point disons, du fonctionnement de Trump, il a un fonctionnement comme un président d'une entreprise. Et je pense qu'il l'a dit lui-même. Et bien des spécialistes qui ont travaillé avec lui disent qu'il fonctionne comme un président d'entreprise. C'est-à-dire que le président d'entreprise, lui, il ne fait pas une démocratie dans son entreprise. Il ne dialogue pas avec ceux qui ne sont pas d'accord. Il les vire. Ce que Trump, sa fameuse émission The Apprentice, il virait les gens qui n'étaient pas d'accord. Et c'est le problème de la démocratie, c'est que la démocratie, c'est d'abord un dialogue. Et il faut apprendre à dialoguer. Et là, Trump n'est pas du tout le genre de personne à dialoguer. Il faut se rappeler ce qu'a dit son directeur de cabinet, John Kelly, qui est un général des marines. C'est quand même pas un gauchiste. Hein. Mais il a travaillé avec lui pendant 18 mois à la Maison-Blanche et il dit Trump ne dialogue pas. Trump décide, impose, mais il n'entre pas dans la culture du dialogue qui est fondamentalement la culture démocratique. Steven Sampson. Oui, je suis d'accord. Je trouve que l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est symptomatique d'un mépris pour la res publica, pour le concept de la politique en général. C'est pour ça que je parlais de l'extrême capitalisme, de l'extrême argent. Moi, j'étais choqué en 2016.
lorsqu'il a eu l'investiture du Parti républicain à Cleveland, et d'ailleurs, les grands chefs, le Gotha du Parti républicain, ils ont boycotté la convention à Cleveland à l'époque. Ils avaient bien fait, à mon avis. Et Trump, il a fait son premier déplacement à l'étranger pour montrer quand même qu'il avait un aspect international, parce que jusque-là, c'était un homme d'affaires centré sur les États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un déplacement en Écosse pour visiter son club de golf, son terrain de golf qui appartenait à son entreprise. Et je trouve c'est incroyable qu'il n'avait pas autre chose à faire que de visiter son entreprise personnelle. Et donc, c'est un peu le capitalisme familial qui s'étend sur un plan plus large. C'est presque comme le film Le Parrain. Il y a toujours une tension aux États-Unis entre l'idée de la famille, la structure familiale, le tribalisme d'un côté et l'engagement pour le Mais cet aspect-là ne dérange pas les Américains. Exactement. Donc ça dérange les Français qui sont un petit peu compassés, qui ont un rapport assez hypocrite à l'argent. Mais les Américains qui ont un rapport décomplexé à l'argent, voir un chef d'entreprise arriver à la tête des États-Unis, c'est quelqu'un qui a réussi. Oui, ou un sportif. Mais je trouve que les rapports, ils ont changé. Quand moi j'étais enfant, le président des États-Unis gagnait plus d'argent que l'athlète le mieux rémunéré aux États-Unis. Aujourd'hui, le meilleur joueur de football ou de baseball, de basket, il gagne 100 fois, 1000 fois ce que gagne le président. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Et c'est symptomatique d'un rapport à l'argent qui est malade, qui est très malsain. Emmanuel Macron, à l'instant, félicite Donald Trump. Il se dit prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire, avec respect et ambition. Continuez à réagir direct @radionotre-dame.com sur ce que vous inspire ces résultats de cette élection présidentielle. Pierre de Charentenay, vous vouliez réagir à ce que disait Steven Simpson? Oui, je pense que qu'il y ait le rapport à l'argent est différent en Europe et aux États-Unis, ça c'est trop clair. Moi, j'ai passé 4 ans aux États-Unis, j'ai bien vu ce que c'était. Donc c'est normal d'une certaine manière, et c'est bien qu'il y ait des différences sur ce plan. La question, c'est le rapport au bien commun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Et c'est là où il y a vraiment une question sur l'exercice de la politique. Alors, ce sera l'exercice de la politique aux États-Unis, et puis l'exercice au niveau mondial, au niveau international. Quel rapport il va avoir avec la Russie? Qu'est-ce qu'il va faire sur la question de l'Ukraine? Et puis le rapport à l'OTAN et à l'Europe. Donc là, ce qu'il laisse entendre sur son rapport à l'Ukraine et à l'Europe laisse entendre une espèce de retrait progressif. Et donc la voie pour la Russie d'envahir l'Ukraine ou de garantir des territoires. Et évidemment, là, on a une question de fond qui est posée par rapport à l'OTAN, notamment. Il a dit qu'il fallait que l'Europe prenne en charge l'OTAN, qu'il allait s'en décharger. Et est-ce que l'Europe est capable? Ça sera une question pour l'Union européenne, ça c'est très clair. Et c'est une bonne question à poser. Mais l'Alliance Atlantique est une tradition forte depuis 70 ans. Et là, on va avoir un changement considérable qui va se passer. Quelles sont les conséquences? On ne sait pas, on va voir. Oh, oui, je suis d'accord, mais de toute façon, les alliances évoluent avec le temps. Le centre de gravité du monde n'est pas l'Atlantique, c'est le Pacifique. Donc, Trump, il va sans doute accélérer ce processus, mais ça serait arrivé de toute façon. Allez-y, oui. Pierre de Charentenay. Non, mais je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas rester dans des alliances figées, là, il n'y a aucun doute. Mais il y a une question, c'est-à-dire par rapport à la Russie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'OTAN fait? Si l'OTAN se défait, on a un vrai problème. C'est-à-dire que la Russie peut entrer dans un pays proche de l'Europe sans que personne ne bouge. Et là, ça pose un problème. D'abord pour les Ukrainiens, évidemment, mais pour toute l'Europe. Donc l'OTAN va se barricader, notamment au niveau de la Pologne ou des pays du Nord. Mais après, est-ce qu'on sacrifie simplement le peuple ukrainien? Ça pose la question de l'autonomie stratégique de l'Europe et de la volonté qu'elle a de vivre de manière indépendante du parapluie américain, Pierre de Charentenay, en fait. Non, mais c'est un peu une heure de vérité pour l'Europe. Bien sûr, c'est une heure de vérité. Et c'est une bonne question. Ça va obliger les Européens à se ressouder, à se redire ce qu'elle doit faire. Mais est-elle capable
financièrement et avec son armée, de tenir face à la Russie toute seule. Elle l'a toujours fait avec les Américains. Et les Américains, en l'occurrence, financent la guerre contre la Russie en Ukraine, la financent de manière considérable, beaucoup plus que l'Europe. Et l'Europe ne sera pas capable, même financièrement, de soutenir cet effort. Maintenant, la question, c'est de savoir si l'Europe sera capable de poser de nouvelles bases à la sécurité en Europe et d'avoir de nouvelles relations avec la Russie. En fait, c'est aussi ça. Oui, non, mais ça c'est vrai, mais aussi il y a une question de moyens. Et là, les moyens, c'est pas sûr que l'Europe les ait. Steven Samson. Oui, je suis d'accord. Mais les États-Unis, l'économie va très bien. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant. Que je trouve que Kamala Harris, elle a mené une très mauvaise campagne parce que Trump, il disait « Make America Great Again ». Alors qu'Amérique est déjà great quand tu vois les statistiques. L'économie américaine a largement dépassé, la croissance aux États-Unis a largement dépassé la croissance dans tous les autres pays occidentaux. Alors, il y a une voix qui montait quand même, les Américains disant eh bien, on vit moins bien qu'il y a 4 ans. Et c'est comme ça d'ailleurs que Trump commençait ses meetings en disant est-ce que vous vivez aussi bien qu'il y a 4 ans? Et la foule disait non, et bien, moi vous allez mieux vivre demain. Ce point économique était quand même porteur pour oui, Trump. mais c'est une perception. Je pense que c'est lié. On a tendance à sous-estimer la révolution technologique qu'on est en train de vivre. La manière dont on vit aujourd'hui a beaucoup plus changé depuis 20 ans que dans les 40 années précédentes, avec des robots. Jusqu'à 20 ans, tu avais quelque chose, une commande à passer, un achat à faire, tu allais dans une boutique, il t'avait à faire un être humain. Aujourd'hui, tout est par Internet ou avec des robots. Je pense qu'on déplace cette angoisse technologique sur autre chose. Je pense que la qualité de vie est moins bien parce qu'il y a quelque chose de très angoissant dans cette vie technologique et capitaliste. Et Trump, justement, le fait qu'il soit très vieux et qu'il a ce discours pas nostalgique, mais ringard, il est vraiment rétro. C'est rassurant quelque part, comme si Uber n'existait pas, Google n'existait pas, Apple n'existait pas. C'est toujours un vieux mec qui tient des casinos. Alors même qu'il est soutenu par Elon Musk. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, Pierre de Comment se Charentenay. fait-il Oui, allez-y, Pierre de oui. Charentenay. Oui, alors je pense qu'en effet, il y a une évolution technologique formidable depuis 20 ans. Et les grands groupes, Google, Apple, etc., le montrent et ont de plus en plus de pouvoir. Et on voit que le monde des affaires se réjouit largement de cette arrivée de Trump au pouvoir. Le Bitcoin n'a jamais été aussi élevé, donc les crypto-monnaies vont faire fortune. Mais le problème derrière ça, c'est pas simplement que les affaires vont mieux, c'est la population. Et la population va avoir des difficultés. Et puis les millions de migrants qui sont aux États-Unis. Alors Trump dit qu'on va les chasser. Oui, mais alors en plus, toutes les entreprises, restaurants, hôtels, etc., qui vivent en fait des migrants, ne pourront plus fonctionner. Et puis un côté humain par derrière. C'est là que, disons, l'enseignement social de l'Église nous intéresse, parce que elle porte toujours son attention aux personnes et pas simplement aux affaires. Ce que le pape François dit sur les affaires est très négatif dans le sens où les affaires ne pensent qu'à elles. Et elles ne pensent pas aux personnes qu'il y a derrière. Eh bien, on continue d'en parler. La question qui est posée à Trump. On continue d'en parler dans le débat du jour. Pierre de Charentenay, jésuite, docteur en sciences politiques, Steven Samson, écrivain américain d'expression française. La suite du débat du jour, c'est tout de suite. Mains ouvertes, un appel de la Fondation Notre-Dame. Bonjour, je suis Jacqueline, chargée du suivi des projets à la Fondation Notre-Dame. C'est de Marie dont il est question aujourd'hui dans le cadre du fonds d'urgence de la Fondation. Marie, 74 ans, fait face à un handicap qui bouleverse son quotidien. Atteinte d'ostéoporose et d'une nécrose de la mâchoire, elle n'a plus de dents, porte un masque et ne peut plus s'alimenter qu'avec de la purée. Depuis janvier 2024, suite à des soins inadéquats, ses souffrances se sont intensifiées, rendant ses repas de plus en plus difficiles. En mai 2024, Marie subit une intervention pour poser une barre métallique et des implants. Mais la prothèse qui pourrait lui rendre sa dignité coûte 13 000 € en clinique, une somme inaccessible pour elle. Grâce à l'association qui l'accompagne, une solution à 4 800 € a été trouvée. Mais ce montant reste trop élevé pour Marie. Aujourd'hui, elle est démoralisée et son appareil dentaire lui cause des blessures.
Pour éviter une détérioration de sa santé et lui permettre de retrouver une vie normale, nous avons besoin de 2 500 € pour financer cette prothèse essentielle. Ensemble, redonnons à Marie le sourire, la santé et l'espoir. Vous pouvez faire votre don en toute sécurité sur le site fondationnotre-dame.fr ou bien par chèque. Fondation Notre-Dame, mains ouvertes, 10 rue du Cloître, 75 004 Paris. Merci. 9h30 sur RCF et Radio Notre-Dame. On retrouve Cécile Mérieux pour les informations. Les résultats de l'élection présidentielle américaine se précisent et l'écart se creuse. Donald Trump s'impose dans la course à la Maison-Blanche. L'ancien président est en tête avec 267 grands électeurs sur les 270 nécessaires. La candidate démocrate aura du mal à rattraper son retard. Kamala Harris cumule 224 grands électeurs. Emmanuel Macron a félicité Donald Trump sur le réseau social X. Il se dit prêt à travailler ensemble comme ils ont pu le faire précédemment. Pendant ce temps, le Bitcoin s'envole et atteint un nouveau record historique ce matin. Il est dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire favorable aux monnaies numériques en cas de victoire de Donald Trump. Benjamin Netanyahou limoge son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il était le stratège de la guerre totale contre le Hamas et le Hezbollah avant de devenir trop encombrant pour Benjamin Netanyahou. Des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza ont éloigné les deux hommes, notamment autour de la conscription des ultra-orthodoxes. En Russie, le Parlement vote aujourd'hui pour ratifier un traité avec la Corée du Nord. Il entérine une aide militaire immédiate et réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Selon Kiev et Washington, des dizaines de milliers de soldats présents sur le sol russe sont sur le point de combattre les forces ukrainiennes. En France, pas de vote du budget de la sécurité sociale par l'Assemblée nationale. Elle n'a pas tenu le temps imparti. Le texte va donc être transmis au Sénat dans sa version initiale du gouvernement, sauf si l'exécutif décide de l'enrichir de quelques amendements choisis. Enfin, la Fondation Abbé Pierre va bien changer de nom. Une décision prise suite aux révélations de violences sexuelles de la part du célèbre prêtre mort en 2007. Selon le délégué général de la Fondation change de nom mais pas de combat. Merci beaucoup Cécile Mérieux pour les informations. Vous retrouvez à 10h avec Melchior Gormand. Le débat du jour se poursuit et avant de continuer à évoquer les États-Unis, on fait un détour par Lourdes où l'on vous retrouve Étienne Pépin. Bonjour Étienne. Bonjour Pierruc, bonjour Louis, bonjour à tous. Étienne, la conférence des évêques de France est réunie à Lourdes pour son assemblée plénière d'automne. Alors peut-être réagit-elle même à ces élections américaines, on ne sait pas, peut-être dans les travées de la cité Mariale, vous allez pouvoir le demander aux évêques. Alors j'ai déjà tendu mon oreille, Pierre et Louis, ce matin, rien qu'en prenant mon petit déjeuner. C'était la conversation, évidemment, à toutes les tables. Chacun a essayé de comprendre un peu ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Chacun y allant aussi de sa conviction chrétienne, de savoir si c'était véritablement un vote chrétien, si Donald Trump est définitivement élu, ce qui semble se préciser. Est-ce que véritablement les évangéliques en particulier ont participé à ce vote? Est-ce que les chrétiens et les catholiques aussi, qui sont assez nombreux, ils représentent quand même 50 millions de personnes aux États-Unis, est-ce qu'ils ont participé à ce vote? Oui, comment, pourquoi? Voilà, donc c'est vraiment les débats auxquels j'ai pu assister ce matin au petit déjeuner, avec les évêques. Étienne Pépin, peut-être rester en ligne, mais je me tourne vers Pierre de Charentenay. La semaine dernière, sur notre antenne, vous évoquiez justement ce lien avec le poids des religions dans la société américaine. Ce serait intéressant peut-être de suivre aujourd'hui justement comment ont voté les différentes minorités religieuses et les mêmes courants religieux aux États-Unis. Alors, on sait que les évangélistes, en effet, ont voté en très grande partie pour Trump, comme une grande partie aussi des protestants. Pour les catholiques, c'est extrêmement divisé, parce que il y en a qui sont pro-Trump pro-républicains depuis très longtemps, et il y en a aussi qui sont parmi les démocrates, toute une frange de démocrates qui est très socialement engagée et qui était, de catholiques très, très socialement engagés, qui étaient
pro-démocrate. Alors il y a aussi la question du judaïsme. Le judaïsme en général était à 60-70% pour les démocrates, c'est une tradition. Là, il semble qu'ils aient pris quelques distances avec Kamala Harris, craignant qu'elle soit moins pro-Israël et plus sensible à Gaza, même si elle n'a pas très souvent parlé de Gaza, elle en a quand même parlé un tout petit peu, et donc il semble que le vote juif a été davantage favorable à Donald Trump. Mais il y a des tas de communautés qui existent aussi, par exemple les Mormons. Les Mormons sont anti-Trump de manière très forte, notamment à cause de son comportement personnel. Donc ça n'est pas vraiment une option politique, c'est plutôt son comportement personnel. Et puis les arabo-musulmans, comme on le sait notamment dans le Michigan, n'ont pas apprécié, qui sont généralement démocrates, n'ont pas apprécié ce qu'ils appellent la tiédeur de Kamala Harris par rapport à Israël. Donc il semble qu'ils se soient portés en partie pour Trump. Donc vous voyez, c'est extrêmement parcellisé et divisé. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a un vote religieux pour Trump ou contre Trump. Alors, ce que vous évoquiez aussi, Pierre de Charentenay, la semaine dernière, c'est cette présence des nonnes. Vous savez, ces personnes qui ne revendiquent aucune religion et qui représentent 30% de l'électorat, qui sont principalement des jeunes et qui sont plus justement concernés par telle ou telle religion et qui, voilà, aux États-Unis, voilà, commencent à prendre de l'ampleur. Et on s'attendait à un vote peut-être plus massif pour Kamala Harris, du fait aussi de ce nombre grandissant des nonnes, ceux qui n'ont pas de religion, qui se revendiquent comme athées et qui ont un rapport à l'Amérique, qui ne cessent de dire God Save America, eh bien en fait, voilà, ces gens-là sont moins dans cette dynamique religieuse et semblaient vouloir voter plutôt pour Kamala Harris, ce qui finalement n'est pas tout à fait venu. Oui, c'est en effet les centres d'études statistiques donnaient plutôt ces nonnes vers Kamala Harris, mais vous savez, c'est peut-être 60-65% contre 40-45%, donc ça ne fait pas vraiment un changement considérable, mais c'est une option. Enfin, c'est un groupe de gens qu'il faut prendre en compte progressivement, qui n'a pas encore pris sa place de manière générale. Il y a une autre chose qu'il faudra regarder, c'est ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire la différence selon les hommes et les femmes et selon les éducations. Selon l'éducation, il est clair que Kamala Harris a reçu une très grande partie du vote des femmes et que les hommes ont plutôt voté pour Trump. Donc vous voyez, tout ça c'est extrêmement divisé. Il faudra regarder de plus près, même par État, parce que selon les États, on a aussi des différences de ce type qui peuvent apparaître. Steven, ça nous a voulu apporter une nuance. Un petit nuance par rapport à ce que dit Pierre. Selon un sondage NBC, quand même, les Juifs, ils ont voté majoritairement pour Kamala Harris, encore une fois. Oui, non, mais ils votent généralement majoritairement pour Kamala Harris, mais là, peut-être un peu moins. Oui. Donc, et le vote, il joue toujours sur quelques pourcentages. Et ces quelques pourcentages, ça fait passer un État entier de l'autre côté. C'est ça qui est très particulier au système américain. D'ailleurs, on ne sait pas encore si au niveau national, c'est l'un ou l'autre qui gagne. Comme on sait, Hillary Clinton avait 2 millions de voix de plus que Trump, mais elle a perdu en raison du mode électoral. Donc ça sera intéressant de savoir aussi si au niveau national, c'est l'un ou l'autre qui a gagné. Mais cette année, il semble que Trump a gagné même le vote populaire, d'après ce que j'ai vu. Ben, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore vu. Apparemment, le dernier compte montre 5 millions de voix d'écart en faveur de Donald Trump aujourd'hui. Bon, ah ben c'est bien. Je n'ai pas lu ça, mais c'est. Étienne Pépin est encore avec nous. Étienne Pépin, oui, je suis encore là. Étienne Pépin, est-ce que vous voulez un petit programme des évêques aujourd'hui? Bah allons-y, puisque vous êtes là, Étienne. On sait que vous allez nous faire vivre ça avec passion sur RCF et Radio Notre-Dame. On essaye de faire entrer dans les coulisses de cette assemblée des évêques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un moment un peu clé. Vous savez, cette assemblée se vit vraiment aux dimensions universelles avec l'intervention de
d'un archevêque gréco-catholique ukrainien hier, l'intervention du pasteur Kruger, qui est président de la Fédération protestante de France, l'intervention de monseigneur Dimitrios, qui lui est un prélat orthodoxe du patriarcat de Constantinople. Et puis aujourd'hui, les évêques français reçoivent leurs frères évêques africains, dont le cardinal Ambongo, pour évoquer justement les partenariats qui existent entre les diocèses français et des diocèses africains. Vous le savez, hein, il y a beaucoup de prêtres en mission en France par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les prêtres fidei donum, qui viennent donc un peu suppléer l'absence de prêtres en France pendant les vacances des prêtres, ou même quand dans certains diocèses les prêtres commencent à manquer. Eh bien, on en parlera avec vous demain. Étienne Pépin dans l'actualité chrétienne. Rendez-vous à 7h20 sur notre antenne. Continuez à réagir, direct@rcf.fr, direct@radio-notre-dame.com. Que pensez-vous de ces élections américaines pour le moment? Et je parle encore au conditionnel qui donne Trump gagnant. Emmanuel Macron félicite le nouveau président de la République américaine. Lui-même revendique la victoire, et ce pourrait être le grand chelem aussi, hein, c'est-à-dire Sénat plus Chambre des représentants. On va voir si Denis Jacquet est avec nous en direct de New York, mais avant, Steven Samson, le fait que ce soit probablement une grande victoire de Donald Trump et son retour, ça n'a pas le même sens que la victoire de 2017. Non, mais déjà, c'est compliqué parce qu'il est élu, mais que pour 4 ans maintenant. Il ne peut pas se représenter dans 4 ans. Et donc, encore, pour parler de mon enfance, Kennedy, lorsqu'il s'est déclaré candidat en 60, c'était l'année même des élections. Avant, la campagne durait moins d'1 an, 9-10 mois. Aujourd'hui, la campagne dure 2 ans, voire 3 ans. Donc, déjà, dans 1 an, 2 ans, Trump serait déjà un pas du passé, mais on va déjà s'orienter vers l'après-Trump. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de Trump et pas beaucoup de Vance, mais très rapidement, on va parler de Vance parce que c'est le prochain président prévu et lui, il aurait des chances de régner pendant 8 ans. En France, il n'a pas passé le mur du son, on le connaît à peine, on connaît à peine son nom déjà, le vice-président. Oui. Mais on ne les connaît jamais, les vice-présidents. Kamala Harris, on commence à la connaître, effectivement. Mais on peut dire qu'il n'y a jamais eu un vice-président si important du fait que Trump, il est limité à 4 ans, et Vance, il est jeune, il est dynamique, il a du charisme, donc c'est quasiment gagné qu'il sera le candidat dans 4 ans. Allez, Steven Samson, Pierre de Charentonnet, et puis Denis Jacquet qui est à New York. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. Comment la chose a-t-elle perçu là-bas, Denis? Alors, en fait, moi, je fanfaronne un peu parce que j'avais annoncé il y a 10 jours qu'il l'emporterait et j'avais expliqué pourquoi. Et donc, du coup, moi, je suis pas très surpris par moi-même. Donc, j'ai l'impression d'être l'oracle du jour parce que tout le monde a annoncé que depuis quelques jours, ça s'était complètement resserré, retourné, que l'élection a été pliée, qu'Harris allait gagner assez facilement. Hein. C'était le mot qui l'emportait aux États-Unis depuis 4 ou 5 jours, alors qu'avant, c'était beaucoup plus confus. Donc, je pense que il y a aujourd'hui une forme de... en fait, il faut répéter sans cesse que c'est un mouvement mondial. C'est-à-dire, finalement, Trump, il est en train de surfer sur une vague qui est mondiale, qui est une vague populiste, plutôt à droite, plutôt constituée de tous ceux qui s'estiment oubliés de la société, tous ceux qui s'estiment oubliés du système, tous ceux qui pensent que ces technocrates, ces gens à la capitale, que ce soit à Paris ou que ce soit à Washington, les ont totalement oubliés et qui confondent toutes ces statistiques d'une économie qui est pourtant excellente aux États-Unis, mais qui oublie qu'elle ne profite pas à tout le monde. Et que les moyennes, ça oublie juste ce qu'il y a en dessous de la moyenne, et que ceux qui sont en dessous de la moyenne se sont rappelés à eux. Donc moi je pensais que c'était un mouvement mondial et que Trump n'avait aucune raison aux États-Unis de ne pas en profiter. C'est lui qui est positionné sur ce créneau, c'est lui qui s'est institué comme la voix de ces gens qui sont oubliés aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont fait entendre leur voix et de façon extrêmement massive et en plus dans un truc assez historique, puisque non seulement, contrairement à sa victoire contre Clinton à l'époque, non seulement il le remporte en nombre de grands électeurs, mais il l'emporte aussi au nombre de voix, alors que Clinton avait 5 millions de voix ou un peu plus que lui aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la victoire est totale et sans aucune discussion. Quand vous dites, je rappelle... Denis Jacquet, puisque vous êtes déjà venu sur notre antenne à Paris, fondateur de Parrainer la croissance, multi-entrepreneur, quand vous dites
Il est positionné sur le créneau des oubliés de la société. Que va-t-il faire pour eux? Est-ce qu'il a déjà des engagements pris de ce point de vue? Alors là, c'est là où on franchit la frontière entre la réalité et les promesses politiques. Donc, ce qu'il va pouvoir faire pour ça n'est pas si évident. Aujourd'hui, l'inflation a ralenti, mais ce que vraiment les Parisiens comme les Washingtoniens ne comprennent pas, c'est que l'inflation qui ralentit, c'est pas des prix qui baissent, c'est des prix qui augmentent moins rapidement. Donc ça veut dire que derrière, si vous êtes à New York, à San Francisco, vous pouvez trouver un job qui va vous permettre effectivement d'avoir une augmentation qui vous permet de garder la tête au-dessus de l'eau de l'inflation. Mais si vous êtes dans le centre des États-Unis, qui est totalement rouge aujourd'hui quand vous regardez la carte, elle est extrêmement claire et presque brutale, vous apercevez que chez ces gens-là, comme disait Brel, le compte n'y est pas. Donc alors là, franchement, pour savoir ce qu'il va pouvoir faire pour ça, comme il est parti sur une guerre des droits tarifaires qu'il veut augmenter, notamment vis-à-vis de la Chine, le seul impact que ça peut avoir, c'est d'augmenter les prix à la caisse pour le consommateur moyen. Donc déjà, cette promesse qu'il a faite, c'est une promesse très fanfaronne pour ceux qui disent l'Amérique avant tout, on va se protéger des agresseurs étrangers. C'est bien quand on produit à l'intérieur, mais quand on est dépendant de la production extérieure et notamment chinoise, si on augmente un droit et si on augmente une taxe, ça fait un prix plus élevé. Donc ça, je pense qu'il ne pourra pas le faire. Sinon, il va juste encore plus assécher ceux qui s'estiment aujourd'hui totalement asséchés. Donc ça, je ne sais pas quelle recette miracle il va inventer là-dessus. Alors, vous savez qu'il y a aussi une mesure très importante aux États-Unis. Quand vous êtes serveur dans un hôtel, dans un restaurant, on a des tips, donc des pourboires, qui composent parfois 80% du salaire. À New York, dans un bon restaurant, personne ne gagne moins de $5 000. Les meilleurs sont payés entre 8, 10 et 12 000 $ par mois, pour un nombre à peu près équivalent aux heures que ferait un Français. Et cette partie-là, Donald Trump a dit, tiens, on va la défiscaliser. Donc tout ce qui est lié au pourboire, mais ça peut être dans une station-service, ça peut être dans un tabac, ça peut être... Il a proposé de défiscaliser. Donc c'est plutôt effectivement par la défiscalisation, la désocialisation d'un certain nombre de revenus qu'il espère travailler là-dessus. Mais il a du boulot, parce qu'effectivement, il y a certaines de ses promesses sur les taxes à l'importation, il ne pourra pas les faire. Sinon, les gens ne pourront plus acheter simplement ce dont ils ont besoin au quotidien. Donc là, pour le coup, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a prévu de faire. Est-ce qu'il va baisser les impôts des classes moyennes, des classes les plus pauvres? Est-ce qu'il va défiscaliser des choses? Très compliqué. Jusqu'ici, les Américains, depuis le Covid, ont vécu de subventions et d'aides diverses. La dette a explosé, comme chez nous, mais ils le savent, contrairement à nous. Bruno Le Maire s'en est aperçu à l'insu de son plein gré au bout d'un moment. Eux, ils le savent, mais ils sont sauvés par une croissance assez insolente. Donc là, franchement, sur votre question, j'ai pas de réponse parce que je crois que les réponses qu'il apporte sont pas celles qui vont permettre de régler le problème de ces gens qui ont voté pour lui. Croissance, mais inflation, inflation, mais croissance. Steven Samson, là-dessus? Moi, je pense qu'à la limite, il n'a pas à faire grand-chose. L'économie va plutôt bien, il va continuer à aller bien. Il y a une sorte de coupure entre l'économie réelle et ce que font les politiciens. Donc, il pourrait continuer à surfer sur les programmes actuels. Sinon, je suis d'accord qu'avec ces tarifs douaniers, ça craint pour la classe moyenne. Et je ne sais pas comment il peut imposer ça. Mais je pense qu'il est obligé parce que c'était tellement central pour son programme qu'il ne peut pas complètement reculer. Donc, il va faire ça un peu, je crois, un peu moins que ce qu'il a dit, mais un peu. Et je pense que c'est vrai que la classe moyenne va en pâtir. Mais je pense qu'il parie, en fait, sur la croissance. Il parie sur la baisse des impôts. C'est un pari, on va voir s'il gagne ou pas, mais il parie sur la croissance que tout le monde va porter par ça. C'est un peu le Reaganomique, c'est l'économie de Ronald Reagan. Pierre de Charentonnet. Oui, ce sont des sujets assez techniques et compliqués. C'est vrai que par la baisse des impôts, il peut maintenir une certaine croissance. Est-ce que cette croissance va profiter à tous? C'est un peu la question. Moi, ce qui m'interroge, c'est le fait de l'action du gouvernement qui a donné beaucoup de subventions un peu à droite et à gauche dans des tas de classes sociales ou de lieux importants comme la santé. Si
gouvernement se retire de cela pour faire des économies, ben on a des gens qui vont se trouver tomber dans des situations de pauvreté. Par exemple, je lisais des affaires sur les crèches. Donc toutes les subventions pour les crèches seraient supprimées. Bon, ben, supprimées, oui, mais alors comment vont faire les gens qui mettent leur enfant à la crèche et qui n'ont pas les moyens de faire autrement? Donc là, des problèmes par rapport à la promesse globale des oubliés et puis la réalité de plus petits groupes qui seront effectivement oubliés. Et puis, moi, c'est un peu une question que j'ai, c'est la question générale de l'environnement. Il y avait un programme démocrate considérable sur la transformation énergétique du pays. Ce programme va probablement être abandonné. Qu'est-ce que ça va donner finalement dans les effets sur l'environnement au niveau mondial? C'est-à-dire que là, c'est les oubliés qui vont payer, parce que c'est en général eux qui seront les victimes des grandes catastrophes environnementales. Donc, sur le long terme, il faut aussi se poser des questions de ce genre. C'est très important. Or, ces programmes de l'environnement vont être coupés ou arrêtés, et c'est un sujet sur lequel Trump n'a rien dit. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il fait, sauf qu'il a dit qu'il se retirait de quantité de programmes du gouvernement. Comment se fait-il que la campagne de Kamala Harris n'ait pas fonctionné? Steven Sampson, et puis Denis Jacquet et Pierre de Charentonnet. Je pense que Trump, il est dans l'affirmation, dans la colère, dans une sorte de virilité. Et Kamala Harris, elle est charmante, elle est intelligente. Et quand il y a des dossiers, elle est nuancée, elle est brillante. Mais je pense que l'Amérique, c'est un pays profondément anti-intellectuel. Et quand tu fais un peu intellectuel, finalement, ça tourne contre toi. C'est fort ce que vous dites là. Oui. Vous pensez que quand c'est intelligent, les Américains... Je pense qu'il vaut mieux être bête, en fait, oui. En effet, je pense que si tu regardes les candidats démocrates qui ont réussi de ce dernier siècle, par exemple, Bill Clinton, il était du Sud, mais il était brillant aussi, il était à Oxford, mais Bill Clinton, il avait un accent du Sud, donc ça faisait un peu plouc, et c'est ça qu'il a sauvé, alors que George Bush père, lui, il était du Connecticut, mais après, il s'est installé au Texas et il voulait acquérir ce statut d'homme macho, mais on s'est toujours moqué de lui, alors que c'était un vrai héros de la guerre. Mais puisqu'il avait toujours ce côté un peu Ivy League, on disait que ce n'est pas un vrai homme. Alors que son fils, qui n'a pas fait son service militaire, même, il a fui ça, mais il était un vrai Texan. Et donc, il a été perçu comme macho. C'était vraiment un pays macho. Même Barack Obama, bon, il était black, et donc c'était pas forcément quelque chose de positif pour les gens qui sont avec des préjugés, mais quand même, il était grand, il avait une voix très, très basse, il avait un côté vraiment très fort aussi. Je pense que les gens, ils ont tendance à sous-estimer l'aspect physique dans la politique. C'est le virilisme qui l'emporte aux États-unis. Voilà. C'est votre avis, Denis Jacquet? Oui, moi je pense que d'abord les Américains sont très pratiques. Donc aujourd'hui, cette population qui a voté pour Trump, et alors du coup dans toutes les couches, latinos, pas latinos, femmes, pas femmes, etc., où on annonçait que les latinos, après ce qu'il avait dit sur Porto Rico, allaient jamais voter pour lui, etc. Voilà. D'abord, c'est quand même l'échec de beaucoup de sondages et d'analyses soi-disant très fines. Mais les Américains sont des gens pratiques. À New York, par exemple, dans la rue, ils vont mettre des grosses chaussures l'hiver pour aller au travail. C'est pas beau, mais ils s'en fichent. C'est pratique. Donc, en réalité, le côté pratique l'emporte toujours sur tout autre critère. Et donc là, les gens ont regardé leur portefeuille. Ils ont regardé leur fin de mois, ils ont dit mais personne ne s'occupe de ça. Donc je ne peux pas manger ce que je veux manger, c'est trop cher. Je ne peux pas habiter là où j'habite, c'est trop cher. Miami, qui est devenue une des villes les plus chères des États-Unis, est encore 2 fois moins cher sur l'immobilier qu'à New York. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des salaires qui feraient rougir des Français, des salaires, ils ont 25 ans, ils gagnent déjà 90 000 $ par an. Ben, en fait, ils sont pauvres à New York parce que leur immobilier, ils sont obligés de se mettre à 3 ou 4 dans un appartement parce que les appartements... Donc, en fait, c'est le retour des choses très pratiques. C'est l'immigration nous pose un
problème, ce qui est en partie vrai, en partie faux, parce que c'est pas l'immigration qu'on a nous, celle qui est plutôt islamisante et dont on voit toutes les dérives et qui est un danger pour la civilisation. Ici, c'est quand même des latinos propos qui vous chrétiens. Jacquet. Oui, tout à fait, mais je veux dire qui sont chrétiens, qui s'intègrent. Aujourd'hui, on voit bien que le système chez nous en Europe fonctionne plus parce que les dérives islamistes sont beaucoup plus fortes. Donc c'est même pas une question de jugement, c'est juste une réalité. On le voit tous les jours. Donc du coup, on n'a pas ce problème-là, mais il y a une porte que les Américains veulent fermer parce qu'elle est trop poreuse. C'est quand même 10 milliards de dollars payés par la mairie de New York en 3 ans. Parce que 20% des hôtels des États-Unis, de New York, sont occupés par des migrants sans papier. Enfin, je vais dire, les gens n'en peuvent plus de ça. Et pourtant, ils ont besoin de ces gens parce qu'ils font tous les jobs que les autres ne veulent pas faire. Donc, les Américains, ils sont pratiques. Ils ont dit, bon, en gros, l'économie, elle ne me profite pas. Et j'insiste vraiment là-dessus, elle profite aux villes côtières, mais elle ne profite pas au centre des États-Unis. L'immigration, à tort ou à raison, me pique mon job et tue ma culture, ce qui est quand même un peu plus faux ici aux États-Unis. Et donc, qui est-ce qui incarne ça ? Eh ben, c'est le cow-boy, c'est le type viril, et finalement, je vote Trump. Donc, et je voudrais juste ajouter un dernier mot, c'est que il y a une grande différence entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est que l'économie, elle fonctionne aussi sans le président. C'est-à-dire que chez nous, le président, il est tout puissant. Donc quand il est mauvais et qu'il réussit peu, comme chez nous en France, c'est tout le pays qui trinque. Aux États-Unis, le président, il y a des gouverneurs. Les gouverneurs ont des mesures. Voilà, vous avez des lois fiscales aux États-Unis, elles ne s'appliquent pas, par exemple, dans le Delaware, elles ne s'appliquent pas à Miami, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que l'économie arrive à trouver son chemin, que le président soit démocrate ou qu'il soit républicain. Et même sur l'environnement, donc monsieur évoquait tout à l'heure, en fait, même quand Trump était là, le privé qui lui croyait que ça pouvait rapporter d'argent a continué à investir massivement dans tout ce qui était green, dans tout ce qui était vert et dans des développements durables. Donc il faut aussi comprendre que les États-Unis sont très puissants, mais avec un président qui symboliquement est très puissant, mais pratiquement pas tant que ça. Donc en fait, l'économie vit sa vie, c'est elle qui imprime le rythme des États-Unis. Symboliquement, c'est le président, mais en réalité, son impact est beaucoup plus faible que chez nous. Donc du coup, c'est pour ça que on regarde l'économie aujourd'hui de Biden ou celle de Trump avant. Franchement, dans les deux cas, elles ont plutôt bien fonctionné. Donc comme quoi, démocrates ou républicains, c'est un changement à la marge. Et c'est ça qu'on perçoit souvent assez mal depuis l'Europe où tout est centralisé. Pierre de Charentonnet ? Moi, je penserais que Kamala Harris, qui a eu très peu de temps pour sa campagne, elle n'a pas eu le temps de se forger une identité claire, et c'est le problème des démocrates qui ont été très chahutés dans cette dernière période, avec Biden qui perdait les pédales. Bon, et c'était important qu'il s'en aille, mais il l'a fait de manière assez tardive, et donc il est resté une dizaine de semaines, une douzaine de semaines à Kamala Harris pour forger une identité, et elle n'a pas eu le temps. Alors que l'identité de Trump est claire. Les gens pouvaient, ceux qui voulaient, pouvaient se conformer et suivre cette identité de manière claire. Et je pense que dans une campagne électorale, ça c'est fondamental. C'est-à-dire on ne peut pas, c'est pas simplement une affaire de débat intellectuel et d'options sur des sujets particuliers, c'est aussi une adhésion à une identité, à une campagne, à une transformation de l'Amérique, etc. Et là, les gens n'ont pas vu ce qu'elle voulait. Et ça me paraît être vraiment le problème majeur. Bon, ça va poser une question grave pour les démocrates. Il faut qu'ils reprennent l'ensemble de leur campagne et savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Je remercie Pierre de Charentonnet, donc ancien rédacteur en chef de la revue Études Jésuites, docteur en sciences politiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en duplex de Marseille, ainsi que Denis Jacquet, multi-entrepreneur, fondateur de Parrainer la Croissance, qui était en direct de New York. Steven Sampson, écrivain américain d'expression française. Merci Steven, vous vouliez ajouter un dernier mot. Riche, et ça fait les Américains. Ils se disent, peut-être je pourrais être riche comme lui. Eh oui, le rêve américain. Merci Steven. Et un grand merci aux équipes de RCF à Marseille qui ont assuré le duplex avec Pierre de Charentonnet ce matin. Merci à tous.